Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dimanche 4 mai 2025. Hier, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans cette émission, nous allons nous abreuver à la source de l'expérience. Avec notre invité média, il fut vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ancien journaliste à Dao Express, puis Erouzou. Il s'agit bien évidemment de Noël Alagbada, journaliste à la retraite, formateur et conseiller. Il va partager avec nous ses expériences et surtout porter son regard critique sur l'expérience du journalisme aujourd'hui. Nous parlerons également sécurité routière dans cette émission puisque notre invité de la semaine est un spécialiste de la prévention routière. Pourquoi enregistrons-nous encore des drames sur nos routes malgré les séries de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national? Est-ce une fatalité ou simplement un refus notoire du respect du code de la route? Nous en parlerons avec Éloi Goussonlan. L'artiste de cette semaine, c'est Chris Ba, l'enfant du Dahomey Dahomey Boy. Ce jeune rappeur au talent multidimensionnel sera également sur ce plateau pour agrémenter notre journée dominicale. Mais avant de dérouler ce programme, voici le journal. Au sommaire de cette édition, les épreuves pratiques du certificat d'études primaires session de 2025 sont désormais connues. Le tirage au sort des disciplines concernées a eu lieu ce vendredi à Porto Novo. Les candidats composeront en couture pour ce qui concerne l'épreuve d'éducation artistique et en course vitesse et grimper pour les épreuves en éducation physique et sportive. Les détails dans un instant. Et de son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue une visite à la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à Ouida. Cette visite s'inscrit dans une double logique de découverte et de soutien du gouvernement aux actions qui se font dans cette unité de production et de promotion de la mécanisation agricole au Bénin. Dans le département du Mono et plus précisément dans la commune de Lokossa, l'heure est aux échanges avec les élus locaux et quelques représentants de ministères sur la validation du guide pratique de l'implantation de l'outil 6 ans. C'est une initiative de l'ANCB dans le cadre du projet AMSANA mis en œuvre depuis juin 2022. Mais avant d'ouvrir ce journal, retenons que Cotonou accueille dès demain, lundi 5 mai, le Forum africain sur la recherche et l'innovation FARI 2025, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO. Et pour mieux en parler, nous allons recevoir en plateau Dr Roland Kouakou. Il est directeur par intérim éducation, sciences et culture de la commission de la CEDEAO. Il est initiateur du FARI. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je suis à vous dans quelques minutes. D'accord. Voilà. Chers amis téléspectateurs, voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Du certificat d'études primaires session de 2025 qui sont désormais connus. Le tirage au sort des disciplines concernées a eu lieu ce vendredi 2 mai 2025 à Porto Novo. Les candidats composeront en couture, puis pour ce qui concerne l'épreuve d'éducation artistique et en course de vitesse et grimper pour les épreuves en éducation physique et sportive. C'était en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires. Nous allons suivre. Course de vitesse et grimper pour l'épreuve d'éducation physique et sportive et couture pour l'épreuve d'éducation artistique. Voilà les matières optionnelles dans lesquelles composeront les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2025. Que ce soit en éducation artistique qu'en éducation physique et sportive, toutes ces composantes ont fait l'objet d'apprentissage durant l'année scolaire 2024-2025 qui est en train de tirer à sa fin. Donc ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose auquel vous êtes déjà habitué. Puisqu'à l'emploi du temps, il est bien inscrit de plage horaire pour l'éducation artistique, également pour l'éducation physique et sportive. Le ministère et l'État béninois continuent de faire confiance à vos enseignants, comme quoi ils se sont acquittés dignement de leurs devoirs vis-à-vis de vous. Le grimper est une épreuve redoutée. Néanmoins, le ministre Saliman Karimou se veut rassurant et exhorte les enseignants en charge des classes d'examen à accompagner activement les candidats dans la préparation. Nous avions prévu que ce tirage au sort
se fasse 1 mois avant l'examen. Une manière de vous offrir la chance de faire des rattrapages, si c'est encore nécessaire. Et je suis convaincu qu'il est encore nécessaire de faire de rattrapage, surtout en grimpé, pour éviter autant que possible des incidents. Cela me paraît important parce que par le passé, nous avions enregistré quelques cas d'accidents lors de cette épreuve. Mettez bouchée double et vous avez encore le temps de le faire. L'examen du certificat d'études primaires est prévu pour se dérouler du 2 au 5 juin 2025. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement poursuit sa tournée d'échange avec les populations dans le département du Koufo. Après Aplako et Koulekame, Wilfried Léandre Rumbedji était vendredi dernier dans les communes de Djakotome et Lalo. Une fois encore, il a fait connaître aux populations les résultats obtenus par le régime de la rupture un peu plus de 9 ans après son avènement. Voici le compte rendu de Narcisse Alossey. Le président Talon nous a dit, quand on voit les populations, on les respecte. Et on leur tient un langage de vérité. Et le langage de vérité est tenu ici à Djakotome autour des engagements pris il y a un peu plus de 9 ans et les résultats obtenus aujourd'hui par le régime de la rupture. Aux réalisations physiques, le porte-parole du gouvernement a ajouté certaines mesures prises au profit des populations. Exemple du processus de reversement des plus de 32 000 aspirants au métier d'enseignant. Pour 2025, un premier lot de 3 000 à 3 500 sera reversé. C'est une promesse, c'est dans le budget 2025. Donc, soyez rassurés que le reversement va commencer en 2025. Concernant toujours les mesures sociales, les personnes en situation de handicap ne sont pas oubliées. Aujourd'hui, quand on organise un concours de recrutement à la fonction publique, on n'empêche plus les personnes porteuses de handicap de participer. Au contraire, on leur a fait un quota de 5%. Et grâce à ça, on a recruté au ministère de la Justice l'année dernière près de 10, c'était 8 ou 9 personnes porteuses de handicap qui sont admises au concours parce qu'on leur donne leur place. À la suite d'un exercice questions-réponses, l'orateur et sa suite ont mis le cap sur la commune de Lalo. Ici, la démarche a été participative et tour à tour, les populations ont salué les efforts déployés par les gouvernants actuels à leur chevet. En fait, sous le régime Talon, Lalo a été vraiment une commune qui a été vraiment désenclavée. Désenclavée parce que hier seulement, on savait ce que nos routes étaient. De l'arrivée Talon, de Koulekame pour Lalo, ça a été bitumé. De Lalo pour Abanizon, ça a été bitumé. De Lalo pour Tofo également. En plus du désenclavement, la localité jouit d'une certaine stabilité du point de vue sécurité. Seulement, il y a des doléances qui tournent autour de la faible couverture en eau potable et l'électricité. Au moins, nous avons une chance. Nous ne sommes plus dans notre situation de 2016. En 2016, le Bénin lui-même ne produisait rien pour son électrification. Nous étions à 0 MW de production propre. Donc, on achetait tout à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 60% de production de nos besoins. 60%. Pour tous les autres problèmes évoqués, le porte-voix de l'exécutif a rassuré quant aux solutions. Wilfried Léandre Rumbedji a ainsi fait le tour de tout le département du Koufo pour ces échanges à bâton rompu. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était en visite à la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à Ouida. Cette visite s'inscrit dans une double logique de découverte et de soutien du gouvernement aux actions qui se font dans cette unité de production et de promotion de la mécanisation agricole au Bénin. Virgile Arodagnon pour plus de précisions. Éléonore Yahi l'a des camps à la Société nationale de mécanisation agricole Sonama pour découvrir ce qui se fait dans ce secteur au Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient s'imprégner de l'état d'avancement des partenariats que la Sonama établit avec les universités publiques du Bénin, ainsi que les différents stages dont les apprenants sont bénéficiaires dans cette société. Cette visite sera également l'occasion pour elle d'apprécier les résultats atteints par la Sonama en ce qui concerne la mécanisation agricole et la contribution de cette société à la formation et à l'insertion des apprenants dans la vie active.
nous sommes un acteur économique et nous avons besoin de compétences fortes, pas seulement théoriques, mais aussi pratiques. Et je vous avoue que dans un premier temps, la majorité des jeunes que nous avons recrutés ont souvent bénéficié de 6 à 8 mois d'incubation pour opérationnaliser leurs compétences. Et nous avons de plus en plus de stagiaires des universités. À ce jour, la SONAMA a déjà financé 3 thèses de doctorat. La première sur l'impact des charrures à disque sur la fertilité des sols, la deuxième sur la récolte mécanisée du coton et la troisième sur l'agriculture de conservation. Et c'est justement la présentation de ce travail stratégique pour l'avenir de l'agriculture béninoise qui a émerveillé l'autorité. Et je veux lire sur vos visages la joie d'avoir appris quelque chose de plus. Lire en vous toute la dose d'engagement pour aller affronter les réalités du terrain et donner la preuve de votre efficacité. Les agriculteurs, les transformateurs, les éleveurs attendent quelque chose pour lutter contre la pénibilité à laquelle ils font face. Et ils comptent sur vous. Il ne faut pas sortir et aller faire de l'à peu près en ce moment où le Bénin gagne en autorité, en référence. Au cœur de la mécanisation agricole au Bénin, la SONAMA, située à Ouida, est créée pour aider les producteurs à moderniser leur agriculture en leur facilitant l'accès aux équipements mécaniques et à la formation. Le développement des filières de techniques commerciaux en équipements agricoles, la communication entre les lycées techniques agricoles et les cycles universitaires et l'introduction de l'anglais pratique dans les curricula scolaires et universitaires sont les 3 principales doléances présentées à la ministre avant son départ. Et pendant ce temps, Africa Finance outille son personnel sur le recouvrement des impayés. C'est à l'occasion de la fête de travail célébrée le jeudi 1er mai 2025. La formation de 3 jours a pour but de permettre aux participants de cerner les stratégies pouvant leur permettre de mieux exercer leur mission. Également au menu de cette célébration, une séance de don de sang au profit du personnel et des clients de l'institution financière. Reportage. Lorsque nous avons confiance en vous et nous mettons les crédits à votre disposition, veillez bien les rembourser pour le bien de toutes les institutions de microfinance au Bénin. Les impayés, l'un des plus grands mots qui mine les institutions financières au Bénin. Et Africa Finance n'est pas épargné. En ce jour, jeudi 1er mai 2025, où le monde entier célèbre les efforts des travailleurs, l'institution mutualiste d'épargne et de crédit outille son personnel sur le recouvrement efficace des créances en impayés. Vous savez, en tant qu'institution de microfinance, nous avons vraiment ce défi de recouvrer les fonds mis à la disposition du public. Et de plus en plus, nous notons qu'il y a les impayés qui semblent plonger les institutions que nous dirigeons. C'est pourquoi aujourd'hui, 1er mai, qui devrait être normalement juste pour la fête des festivités, nous avons décidé vraiment conscientiser le personnel, les amener à mieux comprendre que les fonds que nous mettons à la disposition du public, de la population, doivent revenir. Amener ces acteurs à intégrer les règles encadrant la fourniture et la garantie du crédit et le recouvrement des impayés dans le contexte des systèmes financiers décentralisés. Ainsi se décline l'objectif de cette formation de 3 jours. Pour sa réussite, Africa Finance a dépêché un expert pour conduire les débats, une initiative dont se réjouissent les participants. Je félicite la directrice générale de Africa Finance et en même temps notre présidente au niveau de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés au Bénin pour cette belle initiative. Et donc c'est un défi majeur et je pense que la directrice générale a trouvé juste l'accord de former son personnel. Nous avons beaucoup d'attentes. La première attente, c'est de réduire considérablement les impayés et changer le comportement des agents sur le terrain lors des méthodes de recouvrement, puisqu'il y a des méthodes de recouvrement qu'il faut éviter. Donc il faudra donc qu'ils s'approprient cela, qu'ils adoptent de meilleurs comportements. À part cela, nous avons des attentes de l'amélioration de notre portefeuille de crédit. Toujours dans le cadre de cette célébration, Africa Finance a également initié une séance de don de sang au profit de son personnel et de ses clients.
Je l'annonçais en début d'édition, Cotonou accueille dès demain, lundi 5 mai 2025, le Forum africain sur la recherche et l'innovation FARI 2025, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 50e de la CEDEAO. Et pour mieux en parler, nous recevons en plateau Dr Roland Kwaku, il est directeur par intérim Éducation, Sciences et Culture de la Commission de la CEDEAO. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes initiateur du FARI, Forum africain sur la recherche et l'innovation, FARI 2025. Que peut-on savoir de ce grand rendez-vous africain de l'innovation? Merci. Il faut d'abord noter que le FARI s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation adoptée en 2012. C'est un programme qui vise à promouvoir donc la science dans notre espace. Il est important de signaler que dans l'un des axes de cette politique, il est mentionné donc de promouvoir donc la vulgarisation de la science et des savoirs locaux dans notre espace. Alors, nous avons, dans ce cadre-là, pour répondre à cette attente, nous avons initié un forum qui regroupe toutes les parties prenantes, les experts scientifiques de notre région, les politiques, les innovateurs, les élèves, les étudiants, le secteur privé, pour échanger à des moments donnés sur des thématiques. Cette année, après la première édition donc, du FARI qui a eu lieu au Nigeria, qui a porté donc sur la compétitivité de notre région en utilisant donc la science, la technologie et l'innovation. Cette année, nous avons estimé qu'au vu, je dirais, de ce qui se passe dans notre région, nous avons une jeunesse de plus de 60% de population à moins de 25 ans, et que cette jeunesse aujourd'hui se lance vers, je dirais, des voyages à travers le désert. Donc il faut donc quête de l'Eldorado. Bien sûr. Donc il faut apporter une solution à cette jeunesse. Et donc le département en charge donc, du développement humain et affaires sociales a estimé depuis l'année dernière qu'il fallait réfléchir et apporter des solutions à notre région. Il y a déjà eu donc à travers donc différents pays, il y a eu donc des sessions, des discussions avec les jeunes. Et le forum apporte une solution sur, je dirais, des cas pratiques que nous voulons apporter. Donc, nous pensons que la jeunesse aujourd'hui a un rôle important à jouer dans le développement. Ouais. C'est vrai que le thème, c'est jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat. C'est ça. Bâtir un monde, un avenir durable, c'est bien cela. Ça. Voilà. Pourquoi précisément la jeunesse? Et quand vous parlez de jeunesse, vous parlez de quelle tranche d'âge? Vous savez, la définition de la jeunesse est vraiment vaste. Exactement. Nous estimons que dans le cadre de notre action, tous ceux qui ont la capacité de créer, d'innover, d'inventer, sont intéressés par ce programme. On peut avoir 70 ans, mais inventer. Être jeune dans l'esprit. Dans l'esprit. Et donc, c'est un espace que nous offrons donc, à cette jeunesse pour venir présenter leur savoir, leur créativité. Et nous pensons, vous savez aujourd'hui, qu'on peut créer une entreprise juste avec un smartphone. Absolument. Juste avec la connexion Internet. Oui. Donc, le forum qui se crée ici à Cotonou, porté sur la jeunesse, c'est aussi une réponse pour nous au niveau de la CEDEAO, dans le cadre de la vision 2050, de promouvoir les jeunes et leur donner donc ces opportunités afin qu'ils puissent donner l'exemple aussi à ceux qui estiment que l'Eldorado, c'est de l'autre côté. Alors qu'ici, à travers donc, des réponses qu'ils peuvent apporter autour des réponses à des solutions, apportant des solutions, nous estimons qu'ils peuvent contribuer au développement de leur région, de leur localité, de leur communauté. Voilà. Et la jeunesse a vraiment un rôle à jouer dans le cadre donc, du développement, et particulièrement ici au niveau du Bénin. Nous pensons que avec tout ce qui est en train de se passer, on a vu que le Bénin, il y a un progrès énorme.
Et donc, cette jeunesse a le devoir donc, de contribuer, de répondre à ça. Voilà. On sait que le FARI a été créé lors de la 60e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, vous l'avez rappelé tout à l'heure d'ailleurs. Et le Bénin abrite dès demain la 2e édition de ce rendez-vous régional. Quelles sont les activités qui sont prévues? Eh bien, le forum a été conçu à différents niveaux, avec différentes composantes. D'accord. Il y a une composante des experts, composante des experts au cours desquels nous allons échanger sur des thématiques. Des thématiques avec des personnalités qui ont de l'expérience, qui viendront partager leur expérience donc, à cette jeunesse. Donc, allant donc des communications, et on va donner à cette occasion aussi aux jeunes de pouvoir donc se libérer de dire quelles sont les attentes au cours du forum. Et donc, il y a des panels qui vont donc inviter, je dirais, les experts au niveau des ministères en charge donc de la recherche scientifique. Il y a un panel donc qui est dédié aux jeunes qui ont déjà créé les entreprises, quelles sont les difficultés que ces jeunes rencontrent. Ils vont exposer leurs préoccupations. Leurs préoccupations. D'accord. Et il y a aussi un panel qui invite des hommes expérimentés qui ont déjà créé leurs entreprises, qui viendront aussi partager leur expérience. Et nous invitons aussi les scientifiques qui veulent transférer donc leur savoir, leurs résultats de recherche en créant leur entreprise, et aussi les communications. Est-ce qu'on aura aussi des transferts de technologie? Nous pensons bien que à travers des expositions que nous allons avoir, certains participants donc, pourront nous dire comment est-ce qu'ils ont pu mettre en place leurs différentes structures. Je voudrais dire qu'au niveau des activités, l'une des activités importantes, c'est l'exposition des startups. Nous avons donc, au cours de l'organisation du FARI, nous avons eu à peu près 1150 jeunes qui ont appliqué directement sur la plateforme du FARI, et nous avons mis en place un comité de membres du jury qui a pu sélectionner 24 startups qui viendront exposer sur plus de 1000. Sur plus de 1000. Ça a été vraiment très sélectif, mais il y a des critères puisque nous sommes dans une communauté, et il y a aussi un pan donc de notre activité qui porte donc sur la session des ministres, qui viendra donc cette session, les ministres viendront répondre aux préoccupations des jeunes. Vous avez bien parlé de 24 startups présélectionnées, et parmi ces 24, il y a 3 startups béninoises qui sont également justement sur la liste des 24 présélectionnées dans l'espace CEDEAO. Et je suis assez nationaliste. Quelles sont les chances de ces startups béninoises? Je ne vais pas m'attarder sur uniquement le Bénin, mais je vais dire que c'est ouvert. D'accord. C'est un concours qui est ouvert. D'ailleurs, je voulais expliquer que nous avons travaillé de sorte que tous les pays soient représentés. Donc, chaque pays vient avec 3 startups qui vont donc exposer. Et au cours du FARI, ils viendront en session plénière pendant 2 minutes. Ils viendront convaincre le public et convaincre aussi le jury. Donc, c'est à eux de s'exprimer, de vendre leur entreprise, leur créativité, afin d'accrocher donc le public et aussi les membres du jury. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre justement au terme de ce concours? Au terme du concours, la directive qui a créé donc le FARI recommande que le premier puisse avoir un montant de $25 000, le deuxième un montant de $15 000 et le troisième un montant de $10 000. Je voulais préciser que les lauréats du concours précédent de 2022 viendront aussi exposer comment est-ce qu'ils ont utilisé les moyens que la CEDEAO leur a mis à leur disposition et à quel niveau ils sont arrivés dans l'expansion de leur entreprise. Une sorte de suivi. Justement. Voilà. Rapidement, un dernier mot très rapidement à nos téléspectateurs, et comment participer justement au FARI, parce que vous avez dit que tout le monde peut participer au FARI. Comment participer au FARI, et un message à l'endroit de nos téléspectateurs? Je voudrais donc avant tout remercier le gouvernement du Bénin qui a accepté d'accueillir donc cet événement, à leur tête le président Patrice Talon,
et aussi particulièrement Madame la ministre Éléonore qui a porté ce projet depuis 2022. Ça, je voudrais donc lui dire merci. Merci à toute son équipe. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un forum qui est ouvert à tous. Et d'ailleurs, il sera suivi en ligne à travers le monde. Donc, il y aura une plateforme. Et donc, tout le monde peut participer en ligne comme de façon physique. Pour ceux qui sont au Bénin, nous les invitons à venir donc sur la place de l'Amazon. C'est ouvert. Les discussions sont ouvertes. Il y aura aussi, je dirais, des discussions en B2B pour des partenaires, ceux qui veulent donc tisser donc, des partenariats. Donc c'est l'occasion de venir exposer. Ceux même qui n'ont pas été retenus, on leur offre aussi cet espace pour venir donc présenter leurs produits. Ouais. Une chance pour tous. Pour tous. Et donc j'invite tout le monde à prendre part donc, au FARI, voilà, 2025, ici à Cotonou. Voilà. Particulièrement aussi les chercheurs, parce que c'est aussi dédié à eux. Voilà. Surtout les chercheurs. Bien sûr. Voilà. Merci à vous, Dr Roland Kouakou, d'être passé sur ce plateau. Vivement que le FARI 2025 accouche de bonnes résolutions et d'actions fortes pour l'épanouissement de la recherche scientifique et surtout l'innovation en Afrique en général et au sein de la CEDEAO en particulier. Merci de rester encore avec nous. Merci. Nous allons à présent parler des membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui ont procédé ce vendredi à l'examen des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024. C'est à la faveur de l'Assemblée consulaire, la toute première de la nouvelle mandature 2025-2030. Les travaux se sont déroulés dans les locaux du Millennium Popo Beach à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Voici les détails avec Narcisse Alossé. Les assises répondent aux dispositions statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Des dispositions qui demandent de procéder à l'examen des comptes de l'exercice finissant dans les délais prescrits. Et c'est à cette tâche que s'attellent ici les élus consulaires. D'entrée, le premier élu de l'institution a égrené le chapelet des réalisations. Nous avons conduit la création de la société privée Bénin Manutention SA qui va renforcer la qualité des services logistiques de notre pays. Nous avons amorcé la création du Fonds d'appui catalytique et de solidarité FASC et de la Société de gestion de patrimoine immobilier de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La construction de notre futur siège qui projette résolument la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans le futur et renforce notre engagement auprès de nos mandants. À ces réalisations, il faut ajouter bien d'autres initiatives prises pour soutenir le secteur privé béninois dans sa transformation et sa modernisation. Les efforts sont allés au-delà des frontières du pays avec une participation active à diverses missions commerciales et économiques, mais aussi un impressionnant volume d'engagement dans les institutions sous-régionales. Et déjà, il y a de nouvelles perspectives pour l'avenir. Nous allons mettre l'accent sur l'ouverture des entreprises béninoises aux opportunités, préparer le terrain pour une économie structurellement solide et diversifiée. Des perspectives établies pour cette nouvelle mandature 2025-2030 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Globalement, l'État central se dit séduit par le respect des délais prévus pour cet exercice statutaire d'examen des comptes. L'examen et l'arrêté des comptes à bonne date de l'exercice clos marque une étape essentielle dans la bonne gestion de la vie de toute institution. Il s'agit d'un exercice de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance. Mieux encore, il s'agit d'un devoir de reddition des comptes au mandant. Je remarque avec bonheur que notre institution consulaire est dans cette bonne dynamique. Derrière l'examen, les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ont été adoptés à l'unanimité de cette assemblée consulaire, tout comme le rapport d'activité de performance 2024. Restons dans le département du Mono, cette fois-ci dans la commune de Lokossa, qui a servi de cadre d'échange avec les élus locaux et quelques représentants de ministères sur la validation du guide pratique de l'implantation de l'outil 6 ans. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Cette activité s'inscrit dans la droite ligne du projet AMSANA mis en œuvre depuis juin 2022. Suivant. Autour de cette table dressée dans les locaux de l'Incotel à Lokossa, des élus locaux et autres cadres des administrations communales au Bénin, mais aussi des représentants des ministères sectoriels.
Ils y ont été conviés par l'Association nationale des communes du Bénin pour finaliser la validation du guide pratique de l'implémentation de l'outil 6 ans. 6 ans, c'est score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est un outil de planification et d'évaluation. C'est-à-dire que les communes ont à travers cet outil un cadrage pour l'insertion des activités de la sécurité alimentaire et nutritionnelle selon les 4 piliers: la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité. Élaboré dans le cadre du projet AMSANA mis en œuvre depuis juin 2022, ce guide vise à mesurer le niveau de priorisation des actions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les ménages. Et nous avons élaboré un premier draft au cours d'un atelier tenu à Covey il y a quelques semaines. Et donc cette version initiale est soumise maintenant à un groupe de travail. C'est des acteurs clés qui jouent des rôles importants, aussi bien au niveau national que local. Donc ce sont ces acteurs-là qui travaillent depuis 3 jours sur la finalisation de ce guide. 3 jours de réflexion pour authentifier les bases juridiques de ce document qui se veut une boussole pour les acteurs communaux dans la prise en compte de l'alimentation et de la nutrition dans les différents documents de planification. Le Royaume des Pays-Bas et l'organisation non gouvernementale Cœur International Bénin-Togo sont les bras financiers de cet exercice contenu dans le projet Cascade qui arrive à terme en décembre 2026. Né avec la vision de promouvoir la solidarité et les valeurs humaines au profit des plus vulnérables, l'association Cœur d'Or International a fêté 5 ans d'existence. La célébration de ces noces de bois était l'occasion pour ses membres de faire le bilan du chemin parcouru et de se projeter pour l'avenir. Un reportage. C'est cette messe d'action de grâce qui a donné le top des festivités des 5 ans d'existence de l'association Cœur d'Or International qui promeut la solidarité et les valeurs humaines au profit des plus vulnérables. Remercions ensemble le Créateur des cieux et de la terre qui a permis cette harmonie, cette compréhension mutuelle et surtout cette bonne santé durant ce court chemin pour nos noces de bois. Oui, nous sommes devenus un bois, et pas n'importe lequel. Nous allons davantage résister à toute force mécréante qui aurait tendance à nous désorienter de nos objectifs. Après le passage à l'église, place aux réjouissances. Un moment convivial durant lequel les membres dressaient le bilan des actions menées. Notre ambition ici est de créer un réseau de citoyenneté moderne, actif dans les solidarités. C'est pourquoi depuis notre création, nous n'avons cessé d'accompagner nos sœurs et frères dans les besoins du quotidien sur le plan sanitaire, scolaire et philosophique. Nous comptons d'abord sur nous-mêmes, fort heureusement, des bonnes volontés ont commencé par nous accompagner à l'image la maison médicale de soins et de vie de la Belgique, avec qui, cette année, nous avons permis à plusieurs familles maintenant dans l'hôpital de zone de Ouida pour nos paiements des frais de soins et d'hospitalisation retrouver leur domicile. Sur nos fonds propres, plus de 400 enfants ont retrouvé le chemin de l'école dans plusieurs villages et quartiers de ville et de nos campagnes ont créé désormais leur petit commerce, leur permettant de prendre en charge quelques charges de leur famille. À l'occasion de cette célébration, la famille Cœur d'Or International s'est agrandie avec l'arrivée de 3 nouveaux membres. Aujourd'hui, nous sommes là et nous voulons remercier le club qui vient de nous accueillir chaleureusement. 5 ans déjà, et Cœur International compte bien écrire les prochaines pages de son histoire avec toujours plus de cœur et d'engagement.
Je l'annonçais à l'entame de cette émission. Hier, c'était le 3 mai, jour de célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a organisé une marche dans la ville de Cotonou. Dénommée la Marche du Cœur, elle s'est déroulée sur le boulevard de la Marina et a réuni les cadres de l'institution et les professionnels des médias. Voici le compte rendu de Candide Winter. Matinée au rythme de la marche pour ces professionnels des médias publics et privés du Bénin et les cadres de l'institution de régulation. Ils sont sortis en grand nombre ce samedi 3 mai 2025 pour ouvrir les festivités de la Journée mondiale de la presse par une pratique sportive. Il faut faire le sport. C'est le sport qui entretient une nation. Et c'est une manière de nous retrouver entre nous les journalistes, de faire le point de ce qui va et de ce qui ne va pas. Étant régulateur des médias, donc de la presse, il était indispensable que la HAC soit aux côtés des journalistes. Une marche de 7 km environ du siège de la HAC au carrefour Bioguera pour un retour au point de départ. Sur le chemin, de petits groupes sont formés, ça discute de tout et de rien. L'ambiance est tout juste conviviale entre ces différents acteurs qui pour la plupart collectent, traitent et diffusent au quotidien de l'information au niveau de leurs différents médias. Dans cet élan, ils font aussi du bien à leur corps. La marche, c'est la santé, comme on le dit. Ça fait du bien, comme on l'a dit, c'est la marche du cœur, ça fait du bien au cœur. Je transpire, ça me permet de respirer davantage, d'être en confiance et de dire que bon, je me porte bien parce que j'ai pu supporter. Nous sommes contents d'être ensemble ce matin parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Vous savez que le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la liberté de la presse. Et le Bénin ne manque pas à ce rendez-vous. C'est pourquoi nous sommes retrouvés ce matin. Nous avons fait une marche. Nous sommes contents de nous retrouver entre confrères et consoeurs. Après plus d'une heure de marche, ils sont de retour au point de départ et place à l'étirement pour soulager les muscles. La marche du cœur en ce samedi 3 mai 2025, un nouveau pari tenu pour la 7e mandature de la RAC. On s'est dit que pour relever ce défi, le défi de la régulation de proximité, il faut évidemment des professionnels en bonne santé et il faut également les maisons de presse en bonne santé, il faut les cadres de la RAC en bonne santé. Après cette marche, les cadres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et les professionnels des médias vont se retrouver un peu plus tard dans la journée au siège de l'institution de régulation pour la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de la presse édition 2025. Voilà, ce sera tout pour ce journal, mais le grand format se poursuit. Dans la deuxième partie de notre émission, nous parlerons de la liberté de la presse avec notre invité média, un journaliste à la retraite, ancien vice-président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Avec lui, nous parlerons du métier du journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous aurons aussi droit à la pause culturelle avec l'artiste de la semaine aujourd'hui, c'est Chris Ba qui nous rejoint sur ce plateau, ce rappeur au talent multidimensionnel, celui qu'on appelle le Danrome Boy. Il sera avec nous pour une bonne balade musicale, mais aussi d'échange. Et comme vous le savez, c'est souvent convivial. Mais avant tout ceci, nous allons parler d'une situation très sérieuse, les drames qui continuent de se jouer sur nos routes avec les blessures graves et des pertes en vies humaines, malgré les nombreuses sensibilisations sur le code routier. Nous allons en parler tout de suite avec notre invité de la semaine, Éloi Goussolan. Voilà, dans cette émission, nous parlerons sécurité routière avec les drames qui continuent d'être enregistrés malgré les nombreuses sensibilisations du Centre national de sécurité routière et bien d'autres structures nationales et non gouvernementales. La route serait-elle constamment assoiffée de sang, comme on le dit d'habitude, ou simplement s'agit-il d'inconscience humaine? Nous en parlerons avec notre spécialiste en prévention routière. Bonsoir à vous, Éloi Goussolan. Bonsoir, monsieur le riche. Ouais. Vous êtes formateur en éducation routière et vous suivez actuellement une formation des formateurs à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Première question pour vous, comment expliquer le fait que les routes continuent d'enregistrer des drames malgré les nombreuses sensibilisations qui ont cours sur l'ensemble du territoire national? Selon moi, les sensibilisations n'ont pas touché la couche juvénile,
parce que jusqu'à présent, nous rencontrons toujours des difficultés au niveau des routes. Donc, la sensibilisation doit être renforcée sur tous les plans et dans toutes les langues pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Oui, mais on voit très souvent certains agents du Centre national de la sécurité routière et même des ONG qui interviennent dans le secteur, qui vont à la rencontre des usagers de la route, et même on les voit au bord de la voie avec des gilets parfois, ils sensibilisent. Mais pourquoi est-ce que cette sensibilisation-là n'a véritablement pas d'impact? Et déjà, la base a été fautée, vous comprenez. Normalement, ça devait commencer dès le bas âge. On devait déjà inclure le code de la route dans les collèges, dans les écoles primaires, même à la maternelle, vous comprenez, pour permettre à nos enfants d'avoir déjà une idée du code de la route. Là, ça partira de la réduction des accidents. Oui. On constate que l'accident, ce n'est pas que la sensibilisation, comme on le dit. Il y a des gens qui passent par les auto-écoles et on sait très bien qu'ils sont formés comme cela se doit. Mais après, on voit la fatigue au volant, l'alcool au volant, l'excès de vitesse et tout ceci. Est-ce que tout ceci ne se dit pas dans les sensibilisations? Vous savez, il y a des usagers de la route qui sont, excusez-moi pour le terme, inconscients, irresponsables, qui ne veulent pas du tout respecter le code de la route et qui créent des grands périls aux autres usagers de la route. Mais avec la sensibilisation, je pense que ça ira. Oui. On doit corser donc la sensibilisation. Il y a souvent l'alcool, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans un week-end et vous savez que très souvent, les week-ends, ce sont les bars qui affluent. Et quand on finit avec les bars, qu'est-ce qu'on fait? On prend le volant, on prend le guidon. Vous êtes spécialiste du code de la route? Normalement, dans ces cas, on doit s'abstenir de conduire, mais ce n'est pas ce que nous voyons de nos jours. Excusez-moi aussi, il y a nos forces de l'ordre qui doivent renforcer les contrôles routiers et arrêter de façon rigoureuse ces gens. Oui. Est-ce que la qualité des routes joue aussi un rôle dans les drames que nous enregistrons sur nos routes? Bon, selon moi, non. Surtout sous ce régime où le développement en infrastructure, nous savons tous un peu. Donc, selon moi, ce qui est à la base, c'est l'inconscience des usagers de la route qui ne veut pas du tout respecter, qui ne veut pas écouter. Oui. Mais selon vous, que faut-il faire alors pour amener les populations à mieux respecter le code de la route? Continuer toujours par sensibiliser la population. Et aussi, bon, quand nous parlons de sensibilisation, il y a des mots-clés, vous comprenez. Nous devons aussi essayer de mettre les affiches un peu partout pour sensibiliser les usagers de la route. D'accord. Vous comprenez, il ne suffit pas seulement d'aller sensibiliser à l'université ou autre. Nous devons aussi sensibiliser dans la langue maternelle s'il le faut. Ouais. Vous avez parlé des affiches justement, mais il y a parfois quelques affiches à des endroits donnés, mais est-ce que vous voulez dire que ce n'est pas suffisant? C'est pas suffisant, monsieur Rich. Pourquoi? Il faut même une page si possible. Et sur cette page, on parlera juste des infractions, le nombre d'accidents par semaine par exemple. Il faut un peu de tout au niveau de la sensibilisation. Là, c'est pour décourager justement ceux-là qui ne comprennent pas encore que leur vie se joue sur la route. Et malheureusement, il y en a qui prennent la route, qui créent beaucoup de bêtises, qui par leurs erreurs occasionnent des morts ou des blessés, alors que les autres aussi circulent normalement. Ailleurs, il y a des points qu'on soustrait au permis de conduire en cas d'infraction, des points en moins qui vont parfois jusqu'au retrait définitif du permis de conduire. Est-ce que de telles dispositions ne seraient pas bien ici pour ramener les usagers au respect strict du code de la route? Oui, c'est déjà en cours, parce qu'avec déjà le permis biométrique, actuellement nous en arrivons là. Parce qu'actuellement nous sommes déjà au niveau du permis biométrique et avec les réformes en cours, nous en arrivons là bientôt. Et ça participera aussi à la réduction des accidents. Oui. Ce qui est paradoxal au même moment que les usagers ne respectent pas sincèrement le code de la route, ces mêmes usagers trouvent que la police républicaine exagère dans les interpellations et les contraventions, surtout pour ceux qui sont surpris par les radars pour excès de vitesse. Qu'en pensez-vous? Moi, la police républicaine fait ça juste pour sauver des vies, parce que ce n'est pas la vie de la police républicaine qui est en danger, vous comprenez. Ouais. Il y en a qui continuent toujours de ne pas porter leur casque, hein? Toujours, surtout au niveau d'essai de vitesse. Toi-même, tu sais que tu es en état d'ivresse maintenant, tu prends le volant, tu somnoles, tu prends le volant, tu es sur l'effet de la prise de la drogue, par exemple, tu prends le volant, ce n'est pas sérieux. Ouais. Des conseils en tant que spécialiste de prévention routière, des conseils aux usagers avant de prendre congé de vous, Éloi Goussalan? Je demande aux usagers de la route d'être prudents sur la route et de respecter le code de la route pour que nous puissions éviter les accidents de la route. Ouais.
Et sur ce plateau, là, vous regardez droit à la caméra, et parce qu'il y a beaucoup qui vous suivent actuellement, et peut-être qui sont même actuellement dans les bars, dans les maquis, et qui, d'ici quelques heures, vont prendre le volant ou le guidon. Un message à ceux-là aussi. Je leur demande que c'est mieux d'aller plus tard que de chercher à plus tard et ne plus pouvoir y aller. Ouais. Merci à vous, Éloi Gossolan. Je rappelle que vous êtes spécialiste en prévention routière. Avec vous, vous mettez l'accent sur l'inconscience humaine, et là, c'est très important pour vous. S'il n'y a pas de drame, ce n'est pas la route qui tue, mais c'est plutôt l'homme qui se tue lui-même sur la route. C'est ce que nous retenons de vos interventions. Merci à vous, Éloi Gossolan, d'avoir été avec nous. Merci surtout pour vos éclairages et vos conseils. Je rappelle que vous êtes spécialiste en prévention routière. Excellente journée dominicale à vous. Voici maintenant, chers amis téléspectateurs, le récapitulatif de l'actualité de la semaine telle que relayée par les médias. Voici la revue de presse réalisée par Assimokani Assurbo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire que nous débutons par une note sportive avec, comme l'ont écrit, les publications de la semaine. Le chef de l'État qui a reçu les Amazones footballeuses U17. À ce sujet, la presse du jour écrivait que le lundi 28 avril, le président Patrice Talon a reçu au palais de la Marina la sélection béninoise cadette ayant affronté son homologue de la Zambie. Les Amazones U17 du Bénin sont tombées les armes à la main, pourtant très proches du but. Roumaine Gandonou et ses coéquipiers ont chuté devant, plus fortes qu'elles. C'est donc en fin connaisseur de l'équipe nationale féminine U17, ajoutait La Nation, que le chef de l'État est intervenu lors de ces échanges. Il garde une ferme conviction de ce que ce groupe peut réaliser des choses meilleures, ce qui motive sa générosité à son endroit. Je n'ai pas été beaucoup déçu car vous avez été formidable. Votre mérite est très grand du fait que l'équipe est très jeune, a indiqué le président de la République tout en invitant les jeunes filles à avoir confiance en elles-mêmes en toutes circonstances. Le Progrès relevait que la rencontre s'est achevée sur une note de gaieté avec la promesse du président Patrice Talon de pérenniser l'accompagnement du gouvernement pour révéler le sport féminin à l'instar des autres secteurs de la vie socio-économique du pays. Des jours meilleurs s'annoncent pour cette jeune équipe qui est repartie ragaillardie et motivée notamment par le cadeau à elle fait par le chef de l'État, à savoir un camp de vacances pour toute l'équipe, a complété le journal. Dans le cadre de la célébration de la fête du travail, la presse du jour indiquait qu'à l'occasion de la fête internationale du travail, Adidiatou Matisse, ministre du Travail et de la fonction publique, a livré un message à la nation qui fait le point des réformes engagées sous le gouvernement du président Patrice Talon. Entre insertion professionnelle, modernisation de l'administration publique et renforcement du dialogue social, le Bénin affiche des résultats encourageants. Entre autres, le gouvernement béninois a intensifié ses actions dans la fonction publique. Entre mars 2024 et avril 2025, 11 795 actes de carrière ont été traités et mis en ligne, simplifiant l'accès aux documents administratifs. Dans un tout autre volet, Décryptage Info renseignait vendredi que le 30 avril 2025, la Banque mondiale a approuvé deux financements majeurs en faveur du Bénin, 100 millions de dollars pour renforcer la sécurité foncière et 80,7 millions pour améliorer la gestion des forêts classées. Ces investissements visent à moderniser l'administration foncière et à promouvoir une gestion durable des ressources forestières. Selon La Nation, Terra Bénin bénéficie aussi d'un soutien complémentaire du Trust Fund financé par le Global Facility for Disaster Reduction and Recovery pour améliorer e-foncier Bénin en intégrant les données sur les risques de catastrophes. Le second financement de 80,7 millions de dollars appuie la deuxième phase du projet forêt classée du Bénin.
Il vise à renforcer la gestion intégrée et durable des forêts à travers notamment le développement de l'agroforesterie, l'intensification agricole durable, les travaux de reboisement et d'entretien. Avec Matin Libre, on lisait un jeudi noir pour la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Le jeudi 1er mai 2025, où le monde entier célèbre la fête des travailleurs, a été marqué par l'arrestation du secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo, et de son adjoint Norbert Coutor. Aux dernières nouvelles, Kassa Mampo et tous ceux qui ont été arrêtés, gardés à vue, ont retrouvé leur liberté dans la soirée du 1er mai. Rapportant une radio de la place, le matinal précisait que les deux responsables ont été conduits et auditionnés à la brigade criminelle un peu après 16 heures. Et puis, Bénin Intelligent faisait remarquer qu'une nouvelle ère s'ouvre pour l'Église du christianisme céleste. Grâce à l'implication du président Patrice Talon, 15 membres du Conseil supérieur de transition ont été officiellement installés le samedi 26 avril lors d'une cérémonie solennelle à Cotonou. Dans un esprit de responsabilité, le président Patrice Talon a pris l'initiative de rassembler les principales figures de l'Église, notamment les révérends pasteurs Benoît Adeogun et Fray Deo Chofa, ainsi que d'autres dignitaires, afin de poser les bases d'une réconciliation durable. Le confrère de la matinée d'indiquer que Patrice Talon réussit la réunification des disciples de Joseph Chofa. Un pas décisif vient d'être franchi dans la quête d'unité au sein de l'Église du christianisme céleste. Pour la nation, le Conseil supérieur de transition a pour mission principale durant les 12 prochains mois de restructurer l'Église, de restaurer l'harmonie entre ses différentes branches, de préparer l'organisation démocratique d'une gouvernance durable et légitime, de moderniser les textes fondamentaux tout en veillant au respect des valeurs originelles léguées par le prophète fondateur, le révérend pasteur Samuel Biléou Joseph Chofa. Fraternité estimait que Patrice Talon vient une fois de plus de démontrer son engagement indéfectible pour l'unité nationale. La réunification historique des factions de l'Église du christianisme céleste porte incontestablement sa marque. Ce geste dépasse le simple cadre religieux. En effet, il témoigne d'une vision plus large, celle d'un Bénin réconcilié avec lui-même, où la paix n'est pas un slogan politique, mais une réalité vécue. Dans la suite, le matinal pointait que la réorganisation de la chefferie traditionnelle était plus que nécessaire pour assainir cet espace socio-culturel. Le gouvernement s'y est engagé avec la mise en place d'une commission technique dont le rapport a permis l'élaboration d'un projet de loi. Président de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, le professeur Albert Bienvenu Akoha revient sur la méthodologie adoptée dans le travail et les motivations des différents choix qui ont été faits. Dans la suite, Fraternité rapportait lundi que dans une interview accordée à Deutsche Welle, suite aux attaques djihadistes contre le Bénin, Malik Gomina a souligné la gravité de la situation. En tant que citoyens, c'est un drame qui nous arrive, d'autant plus que nous sommes objets d'une hydre dont nous ne maîtrisons pas les contours. Quand vous voyez la situation géographique de notre pays, ces attaques-là viennent d'autres pays limitrophes et donc malheureusement les pays ne déménagent pas, les pays ne bougent pas. Notre situation avec les pays frères du Niger, du Burkina Faso, nous sommes tributaires de cela et c'est ça que nous payons cash avec la mort de nos soldats. Selon le parlementaire, le Bénin est prêt pour une coopération sous-régionale pour lutter contre ce phénomène. Nous ne comprenons pas qu'à cause des égos démesurés de certains dirigeants de ces pays, ils refusent cette collaboration. Sinon, le Bénin est demandeur d'une collaboration pour ramener la paix dans la sous-région, sauver la vie de tous les soldats de ces différents pays. Et dans son billet du lundi, Fraternité pointait qu'un tel état de fait est la conséquence directe de l'absence de stratégie concertée entre les différents pays ayant des frontières au point triple. Et le mal pourrait s'aggraver si une thérapie de choc n'était appliquée.
car nous sommes en présence d'une gangrène. Face à quoi Malik Goumina, un homme de terrain averti, ancien journaliste, ancien maire de la commune de Djougou, député et vice-président du groupe parlementaire Bloc républicain à l'Assemblée nationale, a confié ses craintes et ses espoirs. Face à Georges Ibrahim Tunkara de la Deutsche Welle, il a analysé les causes du mal rampant et proposé une thérapie en plusieurs points. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Assommo Kanya-Songbon, pour cette belle revue. Et comme je l'annonçais, un invité spécial pour parler médias dans le grand format de ce dimanche 4 mai 2025. Il s'agit de Noël Alagbada, ancien vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ancien journaliste à Dao Express, puis Erouzou. Ne vous inquiétez pas, ce sont les ancêtres du quotidien La Nation. Il est formateur, ancien directeur de l'information et de la propagande. Il est aujourd'hui avec nous pour partager avec la jeune génération ses expériences et surtout porter son regard critique sur l'exercice du métier. Nous allons donc nous abreuver à la source de l'expérience. Bonsoir à vous. Bonsoir, Louis. Merci de nous honorer de votre présence. Merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré par cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Ça a été une surprise pour moi quand vous êtes venu me demander est-ce que je pourrais être avec vous pour parler de la profession. Et je vous remercie pour les mots aimables que vous avez eu à mon encontre. Bon, c'est tout moi. Nous avons fait ce que nous avons pu faire pendant qu'on était là, avec les moyens du bord. Bon, je pense que on en parlera. On en parlera parce que, bon, comme je le dis toujours, nous étions quelque part des artisans, des mécaniciens, des ouvriers, selon, disons, les phases que nous traversons pour fabriquer un journal. Ah, et justement, quand vous le dites déjà, ça me rappelle quelque chose. Noël Alagbada, vous étiez à l'époque des assises de février 1990, le directeur de l'Office national d'édition de presse, de publicité et d'imprimerie ONEPI. De 1990 à 2025, le Bénin a fait du chemin en termes de démocratie. Et Franklin Roosevelt disait que la presse est l'arme la plus puissante de la démocratie. Est-ce que ce n'est pas une théorie? Non, ce n'est pas une théorie. Parce qu'effectivement, pour la démocratie, la presse est vraiment une arme très puissante. Il n'y a pas de démocratie sans presse, sans journaux. En tout cas, j'en suis arrivé à cette conviction que quand on parle de démocratie, s'il n'y a pas une presse qui soutient cela par sa production, quelle que soit la qualité de la presse qui est là, quel que soit les bords de ceux qui animent cette presse-là, s'il n'y a pas cette presse-là qui soutient, la démocratie n'aura pas de sens. Parce que la démocratie, moi je définis ça souvent, c'est l'échange. Échange entre les citoyens, échange entre les citoyens et les dirigeants. Et puis, bon, pour ça, il faut des médias. Moi, je dis la presse, quand on dit presse, souvent, on pense que c'est seulement le journal par écrit. Il faut des médias. Il faut la radio, il faut la télévision. Et il faut aujourd'hui ce qu'on appelle, un peu selon moi, un peu, très rapidement, les médias sociaux. Parce que les médias sociaux, d'accord, mais quand on dit médias sociaux, ça veut dire que c'est pour servir la société. Mais les médias sociaux, en général, quand on ne fait pas attention, ça apporte beaucoup plus de problèmes à la société. Voilà déjà. On sait que vous avez connu plusieurs générations de journalistes et vous avez connu diverses formes de régimes politiques, justement. Est-ce que la presse béninoise se porte mieux qu'avant? Non, je pense que dire que la presse béninoise se porte mieux qu'avant, ou bien que la presse d'avant, là, c'était une mauvaise presse, non, c'est réducteur. Il faut toujours situer la presse dans son contexte. D'accord. Et parce que quand
en Afrique, la majorité des pays dans cette période-là étaient des pays, des États et à parti unique. Il faut bien comprendre. Qui dit parti unique dit que ce qui le suit en matière de presse, même si on peut trouver des modulations au niveau de chaque État. Les journaux, que ce soit les journaux écrits, les télévisions, les radios, tout cela relevait du pouvoir de l'État. Pour ne pas dire du pouvoir discrétionnaire d'une seule personne qui est le chef de l'État et peut-être après avec son ministre. Bon, dans ce cadre-là, ce qui est là maintenant, dans ce cadre, le journaliste qui a eu une formation professionnelle, qui sait ce que c'est que faire du journalisme, produire un journal, il est avec lui-même pour savoir, dans ce contexte, ce que je vais écrire, est-ce que ça va servir la population ou bien juste simplement au service du politique. Quand il dit du politique, je généralise. Or, le journaliste doit savoir qu'en fin de compte, sa légitimité, il tire ça essentiellement du public. Parce qu'il travaille d'abord pour le public. C'est sa production pour le public. Voilà, il produit pour le public. Même quand il couvre les manifestations officielles du chef de l'État, il doit pouvoir faire de telle sorte que ce n'est pas pour le chef de l'État. C'est pas pour le chef de l'État, c'est pour le public. La population. Voilà, c'est un produit. C'est un produit dont il est parti chercher le contenu, les contenus plutôt, à travers les manifestations officielles. Maintenant, quand il revient, il doit tout faire pour que ce produit-là soit adopté par le public. Digeste pour le public. C'est pour le public. S'il ne fait pas ça, bon, il va préparer un produit que le public n'a pas adopté. Pourquoi est-ce que quand, des fois, sur la télévision, la radio, les gens zappent? Les gens zappent parce qu'à un moment donné, ils se disent, mais non, ce qu'on est en train de me présenter là, ça ne rencontre pas mon adhésion. Je ne me retrouve pas dedans. C'est tout ça qui doit guider le journaliste. Parce que j'ai dit, le journaliste, le plus petit papier qu'il fait, le reportage le plus, je ne dirais pas significatif, le plus petit, il sait que ce reportage-là, c'est un produit. C'est ça. Dont il est parti chercher les éléments sur le terrain, les ingrédients. Et qui dit produit, dit qualité. C'est clair. Parce que au bout, tu as des consommateurs. C'est ça. Et ça, il faut le dire ça. Tu as des consommateurs qui veulent se retrouver dans ce que vous avez produit. Et si cela ne... Vous faites ça une fois, deux fois, ça amène quoi? Vous perdez l'auditoire, vous perdez votre lectorat, vous ne vous rendez pas compte. La crédibilité. On dira que les gens n'aiment pas, lire, non, c'est faux. Les gens aiment lire, les gens aiment écouter, mais ils veulent lire des choses de qualité. C'est ça. Ouais. On sait que hier, c'était le 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse. Oui. Quel est votre regard sur la liberté de la presse au Bénin aujourd'hui? Oui, ça c'est... On a vu tout à l'heure des sportifs. Hein, oui, c'est bon. On a vu la hack organisée. Oui, ça, bon, j'ai aimé. Bon, mais c'est le sport d'un jour peut-être. Bon, j'espère que ça ne va être ça. Ah, je l'espère aussi. Parce que même déjà, aller en reportage, ça doit vous amener à faire un peu de choses là, à bouger. Oui. Bon, la marche du cœur, ils l'ont appelé ça. Oui. Bon, la marche du cœur, c'est bon. Marcher, c'est bien pour le cœur. Oui. Mais comme vous l'avez dit, j'espère que ce n'est pas après ce 3 mai là, il faut attendre le 3 mai là pour que les gens se retrouvent encore. Non, c'est pas annuel. Oui. Je pense que la liberté de la presse, c'est disons que c'est je ne veux pas dire un problème, mais c'est un thème. Je vois que le doyen prend du temps pour répondre. Non, je ne prends pas du temps pour répondre. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on met dans la liberté de la presse? Qu'est-ce que nous cherchons avec la liberté de la presse? Parce que la liberté, tout le monde veut la liberté. On se bat pour. Et les journalistes, depuis la nuit des temps, je vais dire, se sont battus pour avoir leur liberté. La liberté, pourquoi? C'est la liberté pour pouvoir informer leur lectorat selon, disons, la critère de la vérité. Ça veut dire pouvoir dire
à ceux pour lesquels ils travaillent, voilà l'état de notre société. Le parti ne s'exclut pas. Voilà l'état de notre société en ce moment-ci. Moi, je ne suis que un témoin. Un témoin qui a le privilège de constater et d'aller dans des endroits où vous ne pouvez pas aller. Donc, je vous rends compte de ce que j'ai vu. Je vous rends compte de ce que j'ai entendu. Sans chercher à vous influencer. Mais je vous donne les éléments d'appréciation. C'est vrai, j'ai mon appréciation moi-même en tant que citoyen. Parce que moi, je ne crois pas... Ça là, c'est un autre débat. Quand on parle de l'objectivité du journaliste, je dis, bon, objectivité, on nous a enseigné ça. Mais je préfère beaucoup plus honnêteté et franchise avec soi-même. Donc, au Bénin aujourd'hui, moi je peux dire que dans l'absolu, la liberté de la presse existe. Oui. Parce que quand tu voyez dans un pays où vous avez autant de journaux, où vous avez autant de radios, autant de télévisions, quand je vois d'où nous sommes venus, vous ne pouvez pas dire que la liberté n'existe pas. La liberté existe. Mais qu'est-ce que les journalistes eux-mêmes font de cette liberté? Et qu'est-ce qu'ils font de cette liberté? Bon, qu'est-ce qu'ils font de cette liberté? C'est-à-dire que je me dis qu'ils n'apprécient pas eux-mêmes, ils n'apprécient pas cette liberté-là. Ce que cette liberté-là exige d'eux en matière de pratique professionnelle. Je m'explique. On ne me dira pas. Et je vais aller, je ne veux pas faire de la langue de bois. Même si vous êtes dans un chose là, je prends ici, Canal 3. Oui. Quand vous couvrez des activités, ils ne font pas d'idée. Vous avez parmi peut-être les actionnaires, les organisateurs, oui. Les organisateurs, les hommes politiques. Oui. Je ne dis pas les hommes politiques, les hommes choses là. Oui. Mais quand vous allez couvrir une manifestation, ou même ils sont impliqués, la façon dont vous allez rendre ça, ce n'est pas eux qui vont venir s'asseoir dans le studio pour vous dire. Absolument. Vous, en tant que journaliste, professionnel, comme on dit, parce que souvent quand on dit journaliste professionnel, je dis que c'est tautologie. Quand tu es journaliste, c'est professionnel. Vous savez comment rendre ça. Vous faites d'abord votre travail. Et vous faites votre travail, je parle de la base, selon ces critères-là. Selon la déontologie. Selon la déontologie. Du métier. Et ceux qui sont vos chefs aussi, ils connaissent la déontologie. C'est ça. Au bout de la chaîne, en principe, l'information doit pouvoir arriver au public pour qu'ils disent, ah, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce que moi je peux comprendre. C'est ça. Quel que soit le statut de la radio, de la télévision, du journal. Parce que je pense que, en fin de compte, cette question de liberté de la presse, que ça renvoie le journaliste lui-même à l'exercice de la profession. Est-ce que j'exerce ma profession comme je l'ai apprise? Mais s'il y a des freins pour que j'exerce ça comme je l'ai apprise, c'est prévu aussi que par rapport à ces freins-là, j'ai des réactions que je dois avoir. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons tout. C'est-à-dire, disons, le cadre juridique d'exercice de la profession, quand je parle depuis la base. Et ce cadre juridique de la profession-là, les journalistes ont même participé à les mettre en place. Effectivement. On parle des fêtières. Les fêtières, nous savons ce que c'est. Il y en a deux. On peut ajouter une troisième, mais pour moi, souvent, je dis que ce n'est pas une fêtière parce qu'elle n'est pas au service. Cette troisième, surtout là, n'est pas au service des deux autres. Je veux parler de l'ODEM, qui est, disons, la police des journalistes. Ouais. Et que les journalistes doivent respecter, parce que cette police-là, c'est les journalistes eux-mêmes qui l'ont mise en place. Personne ne leur a demandé de créer cette police-là. C'est pour cela qu'on parle du tribunal des pairs. Voilà. Bon, j'ai employé le mot police. On parle de tribunal. Moi, je parle d'abord de police parce que la police fait peur. C'est ça. Ça veut dire que les journalistes béninois doivent savoir que... doivent avoir peur de l'ODEM. De l'ODEM. Quand je dis peur, ce n'est pas une peur irrationnelle. Hein. Ils savent que si je dis ceci, si je crie ceci, l'ODEM est là. L'ODEM va réagir. Si nous-mêmes ne restons pas, nous journalistes, on ne reste pas à l'ODEM, je pense que au niveau, disons, des structures, disons, étatiques, on n'aura pas gain de cause. Donc, c'est ça que j'ai dit, c'est-à-dire la liberté de la presse, quand on vient d'où nous venons,
Aujourd'hui, on ne peut plus mettre ça en doute. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté de la presse-là? Et quel est le contenu que les journalistes eux-mêmes donnent à la liberté de la presse? C'est ça qui est le problème. Parce que quand une activité est couverte, nous savons comment couvrir cela. C'est vrai que la loi est là. Ouais. Les garde-fous sont posés. Aucune société ne reste là le vent libre. Les garde-fous sont posés. Donc, par rapport aux garde-fous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça que moi j'ai dit. C'est-à-dire, et les journalistes sont interpellés tous les jours, à commencer par les responsables. Parce que moi, je dis souvent, si vous créez l'organe de presse, vous savez pourquoi vous l'avez créé. Avec une ligne éditoriale bien précise. Une ligne éditoriale bien précise. Parce que la ligne éditoriale, c'est quoi? Il faut dire ça. La ligne éditoriale, c'est... Il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges. Dans aucune profession, on ne peut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Absolument pas. Donc le journaliste, c'est que, surtout, par rapport à la position que nous occupons dans la société, nous sommes en train de parler ici. Bon. Nous sommes entre nous. Okay. Mais nous disons quelque chose maintenant de grave. Mais c'est des millions de personnes qui entendent ça. Des millions de personnes qui suivent. Qui suivent. Et c'est relayé aussitôt. Et c'est relayé aussitôt. Et c'est ça qui fait que nous, journalistes, et surtout pour ceux qui travaillent dans les médias audiovisuels, devons faire attention. On doit faire attention. Un seul mot, une petite phrase. Aujourd'hui, bon, on va dire que tous les Bénins attendent, mais maintenant, ce n'est pas le Bénin, c'est le monde entier. Ça rappelle les conséquences créées par Radio 1000 Collines. Voilà. Vous l'avez dit, je n'aime pas souvent dire, vous l'avez dit 1000 Collines. Voilà. Oui. Justement, quand on parle de liberté de presse, c'est aussi les moyens, parce que autrefois, c'était les nagras, et les bandes magnétiques, des caméras très lourdes, apporter des appareils photo à pellicule pour tirer les clichés avant d'imprimer les photos. Oui. Vous vous en souvenez, j'espère. Oui, je m'en souviens bien. Oui, je m'en souviens, puisque à l'école, on nous a appris ça. On nous a appris comment développer les photos. Voilà. Le noir et blanc. Oui, c'est ça. Ça vous rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle beaucoup de choses. Et je pense que c'était des temps héroïques. Parce que en tant que journaliste, et c'est ça la différence aujourd'hui, en tant que journaliste, tout ça là, tu dois connaître. Okay. Pour que, quand le photographe te fait ta photo, parce que c'est là que nous faisons le photographe, quand vous êtes sur le terrain, il fait les photos, il vous fait la planche, et vous choisissez. Vous choisissez parmi ce que vous avez fait, et quand il vous fait le tirage, quand il vous ramène ça, vous contrôlez. C'est ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Vous connaissez déjà vous-même, parce que vous êtes sur le terrain avec lui. Et c'est ça que je pense aujourd'hui des fois. Vous êtes sur le terrain avec lui. Ça veut dire que vous voyez les photos qu'il est en train de prendre. Sinon, même des fois, vous lui dites, je veux telle photo. Telle photo. Je viens à ce reportage, on a dit, c'est l'inauguration de la nouvelle mairie. Oui. C'est ça qui m'a amené. C'est l'inauguration de la nouvelle mairie. Il y a une nouvelle mairie. C'est de ça que je suis venu parler. Je ne suis pas venu parler de la liste des discours que les gens vont prononcer. Ouais. Je veux leur parler de la mairie. De la nouvelle mairie. Et je veux leur montrer la nouvelle mairie. Donc, quand tu fais la photo et que tu ne retrouves pas la nouvelle mairie dedans, et que tu n'as que les photos des intervenants, oui. Ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on appelle le ratage. Le ratage. Et même en radio, oui. Au-delà du discours qu'on va choisir là, tu dois décrire la mairie, oui. Le nombre de bâtiments, s'il y a des meubles dedans. Oui. Parce que ce n'est pas le discours des individus que vous êtes parti couvrir, oui. Mais l'événement, c'est l'infrastructure qui est là que vous êtes parti et que vous montrez. Absolument. Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Oui. Avec un dictaphone portatif, un smartphone, on a déjà l'information à portée de main. La photo et la vidéo, juste en un clic. En un clic, oui. Voilà. Oui. C'est à croire qu'aujourd'hui, il est plus facile aujourd'hui d'être journaliste. Et même parfois, on confond les web activistes avec les journalistes. Ah, c'est justement l'erreur. On pense qu'il est plus facile d'être journaliste. Ouais. Moi, je dis plutôt que le journaliste a des moyens de travail
qui lui rendent la tâche facile. D'accord. Mais il n'est pas plus facile d'être journaliste. Parce que il faut qu'il apprenne comment utiliser ces moyens-là. D'accord. Comment les utiliser pour atteindre le résultat qui est d'informer largement, honnêtement et de façon fiable son auditeur. Donc, dire qu'il est plus facile, c'est ça qui lui entraîne ce que nous avons souvent au niveau des web activistes. Je ne les condamne pas. Mais on dit web activiste. Et souvent, moi j'ai même vu dans l'appellation que ça, c'est bien de dire web activiste. Parce que si c'est des journalistes, ils savent que pour produire une information, il y a des conditions. Voilà, et ça suit tout un processus. Ça suit tout un processus. S'il rate un des processus, c'est que l'information est biaisée. Voilà. Donc c'est pour ça, je dis, le journalisme, il y a des constantes, des bases qu'on ne peut pas escamoter et dire qu'on fait du journalisme. Je suis d'accord. C'est ça. Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, c'est le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Face à la désinformation et les deepfakes de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux, vous en avez parlé tout à l'heure, qui ont pris d'ailleurs le pas sur la presse au sein de la population. Quelle doit être aujourd'hui la mission première du journaliste et quels sont les pièges que la jeune génération doit éviter? D'accord, merci beaucoup. Je pense que le progrès, c'est pour le progrès. On ne peut pas arrêter le progrès. Et d'ailleurs, c'est impossible. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une donnée qu'on doit intégrer. Et même dans la formation des journalistes. Mais il faut l'intégrer en disant même, parce que souvent quand la dame me dit ça, il dit, bon, vous avez même parlé, vous parlez de quoi? Vous parlez d'une intelligence artificielle. Donc, qui dit artificiel, c'est qu'il y a des artifices dedans. Donc, des choses dont il faut se méfier. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pour faciliter le travail, pour faciliter les recherches. Et quelque part, je trouve aussi que des fois, pour nous journalistes, il faut faire attention. Parce que, d'après ce que je comprends maintenant, on peut même commander des reportages à l'intelligence artificielle. Mais il n'y aura pas la conscience humaine pour travailler. Voilà, j'ai dit, là où l'homme manque par rapport à un travail, et surtout par rapport à un travail qui est destiné à des êtres humains comme lui, là où l'homme va manquer, il va trouver des problèmes. Et l'intelligence artificielle, surtout en Afrique ici, nous devons faire beaucoup attention. Sinon, ça va, si c'est-à-dire on lui donne la priorité, ça va entraîner d'autres problèmes du point de vue de l'information, disons, honnête et saine des populations. C'est pour ça, moi, j'ai dit, bon, l'intelligence artificielle, c'est encore, disons, un défi qui nous est lancé. C'est un défi qui est lancé et aux Africains, en particulier à ceux qui sont dans le domaine de l'information. Ouais. On sait que vous êtes à la retraite, mais vous êtes assez actif en tant que formateur et conseiller. Quels sont vos conseils pour vos jeunes confrères? Non, pour mes jeunes confrères, je vais leur dire une chose. D'abord, ça, je dis ça souvent. Ceux qui ont choisi d'être des journalistes, ils ont choisi un très beau métier. Ça, c'est un métier qui, de par les possibilités qu'il nous donne d'être au contact des populations. De toutes les franges de population. De toutes les formes. C'est-à-dire que nous sommes au contact des populations de toutes les couches. Ça. Si on veut être un vrai journaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où tu ne peux pas aller. À moins que toi-même tu décides que tu n'y vas pas. Si tu veux faire le métier, le journalisme t'amène à connaître les autres. À connaître les autres. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut un métier qui est vraiment un métier très noble. Mais c'est un métier aussi qui est très exigeant. Le journaliste n'arrête jamais sa formation. Ça. D'abord, quand il finit à l'école, quand il arrive sur le terrain, mais ce qu'il a appris à l'école,
il doit confronter ça à la réalité. Ouais, l'actualité. À l'actualité, à la réalité, aux réalités du terrain. Donc, c'est un métier qui vous amène à vous remettre en question. Continuellement. Ouais. Moi-même qui suis aujourd'hui, si je veux écrire un article, je ne veux pas l'écrire comme je l'écrivais il y a 30, 35 ans, 40 ans. Non. Parce que aujourd'hui... Il faut remettre l'article dans son nouveau contexte. Voilà. Pour me faire comprendre, je dois, même pour écrire un simple chapeau, ouais, je dois savoir maintenant que non, je ne peux pas écrire un chapeau. Si j'ai un article de 500 mots, que je fais un chapeau de 5 phrases, c'est déjà trop. Donc c'est pour ça les jeunes collègues qui arrivent. Bon, j'espère que beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. S'ils viennent dans cet esprit-là, ils ne seront jamais de bons journalistes. Jamais. Et ils ne vont jamais rien apprendre. Mais ils y arrivent parce qu'ils veulent contribuer au développement de leur pays. Ils ont toutes les chances de le faire. Voilà, en créant des organes de presse qui sont des instruments qui permettent à toutes les catégories de population de participer à travers le travail qu'ils font. Merci à vous, Noël Aguada, pour vos conseils et vos orientations. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous ce dimanche. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier parce que, bon, c'est une occasion que vous m'avez donnée. J'espère que j'ai pu dire des choses qui vont vous intéresser. Mais ça, c'est ce que moi je pense. C'est ce que moi j'ai vécu. Et comme je l'ai dit, ce métier-là, j'avais le choix entre ce métier et être enseignant. Histoire, géographie ou lettres modernes. Vous avez choisi. Mais quand le métier de journaliste est présenté, je me suis lancé dedans. Mais ça ne m'empêche pas que ma passion pour l'histoire, je continue toujours par l'avoir. Et ma passion pour les langues, je l'ai toujours à travers ma lecture. Et c'est ça que je vais dire aussi à mes jeunes collègues. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit beaucoup lire. C'est ça. Beaucoup lire. Un journaliste qui ne lit pas au moins 2 ou 3 pages d'un livre dans une journée, je pense que quelque part, il verra qu'au fur et à mesure qu'il avance, il va manquer des choses. C'est clair. Donc, des choses. Merci à vous et bon retour chez vous. À présent, la pause culturelle avec l'artiste de la semaine. Il est déjà dans nos locaux. Nous allons le recevoir dans un instant. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Lorsque je dis Terrain Sorel Guézo, cela ne vous dit probablement rien, mais c'est le nom à l'état civil d'un artiste que vous appréciez beaucoup. Il s'agit de celui que vous connaissez sous le nom de Chris Ba. Il est avec nous ce dimanche, mais avant de le découvrir, regardez ceci.
babele mio, Diano Bedinue, Awibonu Mino Dawe, Pumi Jale, Manu Jeli Bapulu mio, Diano Bedinue, Awibonu Mino Dawe, Pumila yo Jeliba, 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 Pumi Jale, Manu Jeliba Bele mio, Diano Bedinue, Awibonu Mino Dawe, Pumi Jale, Manu Jeliba Pulu mio, Diano Bedinue, Awibonu Mino Dawe, yeah. Je m'appelle Chris Ba et suis un jeune artiste simple. Poumi c'est ma petite amie et je la kiffe. Oh. Mon seul souhait c'est que toujours je la kiffe. Voilà, le décor est bien planté. Il a bien dit, je m'appelle Chris Ba, je suis un jeune artiste. Bonsoir Chris Ba. Bonsoir Ulrich. Ouais. Vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, justement titulaire d'une licence en administration générale et territoriale. Vous avez ensuite choisi de vous lancer dans la musique et plus précisément le rap. Avant de parler de votre carrière musicale, dites-nous d'où vous vient le nom Chris Ba. C'est une très longue histoire parce que, pour répondre tout simplement, je dis Chris Ba. C'est une très longue histoire, c'est de changement de blase en changement de blase qu'on est finalement arrivé à Chris Ba. Ouais. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est Chris Ba, c'est le Chris d'ici-bas. Chris d'ici-bas. Ouais. Eh bien voilà, Chris Ba, donc Chris d'ici-bas s'est lancé assez tôt dans la musique. Comme beaucoup de jeunes de votre génération, vous avez opté pour le rap. Et pourquoi précisément le rap? Le rap, parce que, je vais dire, c'est la musique de ma génération. Oui. Je vais dire, moi j'ai commencé en 5e au collège et c'était beaucoup plus ça nos inspirations. C'était tout tournait autour du hip-hop. Ça permet il y avait la danse. De dénoncer. Est-ce que c'était vraiment dénoncer? D'exprimer un peu tout ce qu'on ressentait au fond de soi. C'était beaucoup plus pour être dans un certain swag, dans un certain style, montrer qu'on pouvait écrire à l'époque et qu'on pouvait faire de belles rimes, qu'on pouvait faire de belles phrases. Voilà. Il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que le rap, il y avait la danse, il y avait le graffiti. Et nous, à l'époque, on faisait les activités culturelles. C'était au collège Père-au-Pied. Et il fallait choisir quelle activité culturelle tu voulais faire. Moi, à la base, c'était le théâtre. C'était ma première passion. Ah bon? Ouais. Après, c'était le dessin. Pourquoi ça a changé entre-temps? Ça a changé peut-être à cause des facilités du terrain. Ouais. Pour rapper, pour être rappeur. À l'époque, tu n'avais pas besoin de beaucoup de choses. Tu avais juste besoin d'écrire un bon texte, de trouver un studio. Le dessin aussi, c'était facile, mais après, les personnes de notre entourage ne comprenaient pas vraiment, je vais dire, la communication du dessin. C'est beau ce que tu fais, tu es talentueux, tu es doué, mais c'était pas vraiment l'art plastique, c'était pas vraiment un truc qui intéressait déjà les parents ou les amis. Donc je voyais qu'avec le rap, quand même tu arrivais quand même à impressionner tes potes, même si les parents n'étaient pas trop chaud pour ça, tu arrivais à impressionner tes potes et à créer un certain réseau. Ouais. On sait que le rap, c'était aussi un style vestimentaire quand même. Bien sûr, c'est tout ça. C'est tout cela qui influençait. C'est tout cela qui influençait. Moi, à l'époque, déjà, j'ai été bercé très tôt par la musique US, avec Ivy, Cisco, Ja Rule, Jay-Z, Nas, Pusha T, tout ça. Et j'avais un oncle qui écoutait beaucoup de rap. Et l'oncle qui m'a le plus interdit de faire du rap, c'est lui qui m'a fait découvrir ça, le paradoxe. Donc c'était vraiment facile pour moi de commencer avec mes potes de l'époque. Et c'est comme ça, c'est parti. Ouais. Justement, quand vous parlez de l'époque, nous allons suivre le premier single qui a véritablement lancé votre carrière musicale, Bia Viviru Coca. Nous allons suivre rapidement avant de revenir en parler. D'accord. Bibi Manga, Sotoru Fanta, Shinoru Kansa, Motoru Sampa, Someozo Mediapton, Bibi Rupanda, Sosupe Aklato, no numéro Jan
Oui, c'est un single qui a fait fort dans les années 2017, je crois. Ouais, c'est ça, en 2017. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème-là? Il n'y a pas vraiment de... Je vais dire presque toutes mes chansons sont inspirées du quotidien, de tout ce qu'on vit au jour le jour. Il n'y a pas une situation particulière qui me l'a inspiré. Je pense que ça fait partie de mes multiples inspirations de l'époque où j'abordais des sujets quand même très spécifiques. Ça c'est par rapport à l'alcool et avec un ton très drôle, humoristique, très je vais dire, c'est ce qu'on appelle une satire. Donc c'est un peu ça. Ça se voit que toi tu aimes beaucoup la bière. Bon, j'ai jamais dit ça, mais le plus important c'est que ça fait un peu sourire du coin des lèvres, surtout quand on dit je ne suis pas candidat au diabète. Ben là ça dit beaucoup de choses. Et puis Mikpelo Chachi, il faut d'avoir forfait. Pasteur, donne-moi le soula mon dodgy. Mais après la goji, tout le monde en gobi. Pasteur, donne-moi le nom du Christ, mais tout le bien baby ou coca. Ben là, moi, j'ai rien entendu à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé après ce single? Je sais que vous avez été approché plutôt par Amir et le président Nasty Nesta, et qui ont décelé en vous un véritable talent. Comment votre carrière a été boostée? Bien avant Bia Vivre Coca, on a fait une série de freestyle qu'on a appelé les freestyles à l'écumoire à l'époque. Et c'est après ces séries de freestyle qu'on a lancé Bia Vivre Coca. Donc c'est déjà à partir de ces séries de freestyle qu'on s'est vraiment fait connaître du grand public. J'ai été approché par plusieurs personnes, dont Shamir, Amir, el président et Nasty Nesta, qui m'ont eux invité sur leur podium. Ils avaient une scène et j'ai partagé la scène avec eux. C'était ma toute première scène à Cotonou. Il faut dire que j'avais pas de single officiel, j'étais pas connu du public. C'était juste venu avec un freestyle, 2 freestyles plutôt. Et je vais dire que le jour-là, j'ai vraiment accroché le public. Et c'est à partir de ce moment et le son Bia Vivre au Coca qui a suivi que j'ai commencé vraiment à me faire connaître du grand public. Oui. Vous avez déjà plus d'une vingtaine de morceaux à votre actif. Le répertoire est aussi riche que varié. Vous avez aussi fait du Adja Piano, un rythme en vogue actuellement au Bénin. Mais vous gardez toujours votre identité. C'est quoi la source de l'inspiration? Vous avez dit tout à l'heure que c'est le quotidien béninois, le quotidien de tous les jours, c'est ça? Le quotidien de tous les jours. Et il faut dire que je n'ai jamais cessé de travailler. Je n'ai jamais cessé de m'essayer à plusieurs genres musicaux, à plusieurs styles. Je cherche toujours la perfection. Quand j'écoute un truc qui me touche d'une certaine manière, je me dis ça je peux le faire. Donc je vais commencer à travailler dans le sens où je vais arriver à faire cela et à le faire même mieux que ce que j'ai écouté et qui m'a touché. Après, je le fais selon mon ressenti. En gardant votre identité. En gardant mon identité, je le fais selon ce que j'aime, selon ce qui me touche, selon mes sensibilités. Et si ça plaît au public, c'est que c'est vraiment ce qui me plaît à moi qui plaît au public. Donc c'est forcément pour ça qu'il y a mon identité qui est restée. Voilà. Et puisque nous parlons de Adja Piano, nous allons suivre un de ces morceaux sur lesquels les internautes font aujourd'hui des challenges sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Rohayato, ce qui veut dire en langue en français locataire, c'est ça? Locataire. Voilà. Nous allons suivre d'abord et puis nous allons revenir pour en parler. Je voyage pour tout mon argent, pas dans visa. Les jaloux disent à ma chérie que j'ai des teasers. J'ai un voilà. Joëlo, veux que tu sois riche. C'est fast now. Ton voilà. Maman est bon. Y'a un man dans les ducs. Encore un temps, ouais, l'on vit, c'est ouais, solé. J'ai le rôle, j'ai le bon. À quoi on
Crispa, quel est le message que vous véhiculez dans cette chanson? Orayato, pour le BBC, c'est juste. C'est pas parce que je suis locataire que je ne suis pas encore dans ma maison, que je n'ai pas encore atteint un certain. Un niveau de vie. Un niveau de vie. En tout cas, dans nos paradigmes sociaux béninois, c'est quand tu construis ta maison que tu. Voilà. Que tu t'offres certains plaisirs. Donc, je dis en fait, c'est pas parce que je ne suis pas encore arrivé à cette étape que je vais me priver de me faire plaisir. Peu importe ce que disent les gens, peu importe les ragots, les rumeurs, les commères et tout. Est-ce que c'est pas une manière de mettre l'accent sur l'aigreur justement, l'aigreur de la société, c'est pas ça? C'est beaucoup plus par rapport à la personne qui chante la chanson. C'est beaucoup plus par rapport à lui, ses proches, sa femme et tout. N'écoute pas ce que les gens disent. C'est beaucoup plus recadré vers le plaisir que je me fais. C'est beaucoup plus ça que ce que les gens vont en dire en fait. C'est ça, oui. Djadja Piano, toujours Crispa, est un véritable ambassadeur de la beauté de la femme africaine. Est-ce que j'ai raison? Je suis un ambassadeur de la beauté africaine tout simplement, que ce soit les hommes ou les femmes. Bon, d'accord. De toute façon, je ne dis rien, je vous laisse simplement suivre ce clip et vous me donnez raison. Allez, mes seigneurs. Voilà, je le disais, c'est un ambassadeur de la beauté de la femme africaine. Vous avez vu les images avec nous. Crispa, oui. Ambassadeur, oui ou non? Ambassadeur de la beauté africaine, tout simplement. Que ce soit femme ou homme. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux me demander par rapport à ça? Non, je dis simplement. Je rappelle rapidement votre parcours en termes de distinction. En 2018, vous êtes nominé au Titanium Music Award dans la catégorie Meilleur Espoir de l'année. Dès la même année, vous êtes nominé Meilleure Révélation de l'année Interpeople Award et Jeune Artiste de l'année par Voloncorp. 3 distinctions également en 2019. Meilleur Artiste Espoir au Bénin Top 10. Meilleure Révélation de l'année au Bénin Showbiz Award. Et artiste de l'année au FESCUGV Award. En 2020, vous avez décroché le meilleur single de l'année avec Chocho au Bénin. Bénin Showbiz Award. Et en 2021, Crispa est nominé meilleur artiste de la nouvelle génération au Bénin Showbiz Award. Des projets à court et à long terme? Bien sûr.
Il y a mon EP qui vient de sortir, Uno, qui est, bon, j'ai même la casquette Uno qui est là, qui est disponible pour toutes les personnes qui veulent se le procurer au... Je peux faire un peu de publicité pour moi? Un peu de publicité, mais je vous facture la publicité. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Les casquettes sont disponibles au 97 25 85 12 à 5 000 francs, prix promotionnaire. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire partie de la colonie, il y a mon projet qui est sorti et qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement, d'écoute aussi. En tout cas, tout ça de façon très légale. Et voilà, on a sorti déjà 4 clips. Dans le projet, et on va continuer à sortir les clips très bientôt et exploiter au maximum notre projet. Ouais. Comme il y a un grand travail qui se fait et comme il fait un peu chaud sur le plateau, nous allons allumer les ventilateurs puisque c'est l'un de vos sons, Chris Ba, l'un des sons qui cartonne actuellement. Voici le vrai visage du rappeur. Mais qui parle encore de ces petits cons? La concu n'a pas d'avis qui compte. Quand on les couche, on les fume. La canadienne vient d'Agoticon. Je reconstruis en 3 jours ce que je détruis. Je vis le Christ avec le moral à King Kong. Je suis plus intéressé par être le meilleur qu'être le rival à quiconque. Je suis sur les champs, je me fais plus de play. La go dit que je suis le pain. Je sors mon truc et je me vide. Toi, tu sors ton truc et tu te plains. Si sacré les profanes recopient, est-ce qu'ils ont déraillé? Oui, ils sont en train. Je me bonifie avec le temps. Je suis plus un 10, moi je suis un 20. Ah, c'est fini. La concu a trop chaud. Avis les comportements de Vini, réaction d'Arojo. Mes paroles se font chères. Verset 14 de Jean 1. Ils ont ouvert leur gueule, ils ont pas assumé. Maintenant ils sont humbles. Ah, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, vous êtes, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ah, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, vous êtes, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Ils ont du complexe. Pour moi la concu c'est du complexe. Ils font partie du châtiment mais ils sont inutiles comme la sensi complexe. Nous recevons aujourd'hui Chris Ba. Nous sommes à la fin de cette émission. Chris Ba, un mot pour tes fans? Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent tous les jours. Merci à tous les supporters de la colonie. Je vous réserve du lourd. Surtout avec notre mixtape qui est sorti, avec notre EP qui est sorti. Il y a de nouveaux clips qui arrivent. Il y a les casquettes colonie qui arrivent aussi après les casquettes Uno. Et restez branchés, continuez de soutenir et surtout allez streamer. Allez streamer, c'est très très important. On a besoin de faire de gros scores avec les streaming. Merci beaucoup. C'était Chris Ba, le Danfomé Boy. Le Malekuma et Uno. Ouais. 229, ouais. Toujours. Voilà. Merci d'avoir agrémenté notre journée dominicale, Chris Ba. C'était un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau du grand format. Merci. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Une fois encore renouvelée, nos programmes se poursuivent. Retrouvez à 17h, heure locale, l'aventure spirituelle hebdomadaire. Le thème de ce dimanche est « Relâcher les liens qui contraignent l'âme ». À 19h30, vous suivrez le journal du soir. Et demain, lundi, toute l'équipe d'Actu Matin sera à nouveau au rendez-vous, déjà à 7h. Portez-vous bien. Au revoir.